Donc, voilà un peu le fil conducteur. Donc, le retentissement premier, c'est-à-dire que, comme le dit Max Weber, Simmel, enfin tous les sociologues de la compréhension, le monde vit en nous et hors de nous. Donc déjà, il pose, c'est tout à fait amusant de voir comment aujourd'hui des sociologues comme Bruno Latour ou des anthropologues comme Philippe Descola réfléchissent la rupture nature-culture, et il n'y a pas grand-chose à en redire, enfin, ils le font très très bien. Il y a la modernité a posé le principe d'une rupture radicale entre le sujet et l'objet, et ils disent que, enfin, pour aller vite et peut-être caricaturer un peu leurs propos, qu'aujourd'hui on arrive à un moment où cette opposition, cette purification, pour reprendre les mots de Bruno Latour, sature d'une certaine manière. Moi je note simplement comme ça, et c'est une pièce à verser au dossier, et comme le soulignait Michel Maffezoli, que en fait cette rupture, en même temps qu'elle était dite dans l'ordre des représentations, elle a toujours été comment dire, nuancée par Weber et Simmel lorsqu'ils disaient notamment que le monde vit en nous et hors de nous. Donc, sous un certain angle, la sociologie compréhensive, au pied de la lettre, comme le dit Bruno Latour, n'a jamais été moderne, puisque nous n'avons jamais coupé le monde hors de nous, le monde objectif, de la manière dont il vit en nous. Donc la nature, ici, vit en nous parce qu'elle retentit. Elle retentit, elle réveille des choses, enfin des images qui s'enchaînent, qui se correspondent et qui nous entraînent les uns avec les autres dans une tentative d'éclaircissement de cette notion. Parce que si le monde ou la nature vit en nous, elle vit d'une manière, enfin retentit en nous, elle retentit d'une manière extrêmement équivoque, extrêmement ambiguë. Et dans cette rêverie poétique à laquelle Bachelard nous a invités, il ne faut jamais exclure non plus tout à fait, et comme le souligne Georges Canguilhem, il a peut-être fait allusion du handicap, parce qu'il dit le handicap, la monstruosité, c'est une rêverie à rebours. Mais dans la rêverie, enfin dans le retentissement du monde en nous, il y a quelque chose comme ce qu'on pourrait dire, appeler la ligne d'ombre. La ligne d'ombre, c'est comment une image intérieure, un retentissement, peut en même temps nous entraîner dans une rêverie positive, c'est-à-dire, enfin ce que Bachelard appelle la rêverie positive, c'est-à-dire une rêverie douce, amoureuse avec la nature, etc. Je vais donner quelques exemples tout à l'heure, ou bien quelque chose qui est plutôt de l'ordre, non pas de la rêverie, mais du cauchemar. Et je peux, pour étayer un peu cette hypothèse, développer quelques arguments que me fournissent des enquêtes qu'on a faites avec des étudiants à Grenoble sur différentes forêts. Notamment, toujours, le point de départ des enquêtes que l'on fait, c'est toujours un conflit, plus ou moins larvé entre différents partis. Notamment une petite forêt en Savoie, la forêt de l'Orgère, qui est sise en même temps sur le territoire d'un parc naturel national, le parc national de la Vanoise, et sur une petite commune rurale. Et il y a une dizaine d'années, les habitants de cette commune ont commencé à entrer en conflit avec les responsables du parc national sur le thème nous on veut exploiter cette forêt, c'est-à-dire couper des arbres et prendre du bois pour faire du bois de chauffe, pour chauffer la maison le soir, ou bien des petites statues, parce qu'il y a des gens qui font de la sculpture, notamment il y a un psychopathe qui sculpte des marmottes, voilà, il en a partout chez lui, enfin, bon, c'est de l'artisanat local. Donc bon, les habitants de la commune veulent prendre du bois pour leurs petites affaires, et alors évidemment les responsables du parc national de la Vanoise, écologistes purs et durs, absolument pas, on n'a pas le droit de toucher même le bois mort, parce que dedans il y a un coléoptère qui s'appelle la Rosalia alpina, enfin plutôt les larves d'un coléoptère rarissime, la Rosalia alpina, et donc il convient de protéger mais absolument cette larve xylophage. Donc conflit, etc. Donc, en général, de ce genre de conflit, le parc de la Vanoise, pour moi c'était très bien, nous a demandé de réaliser une enquête sociologique pour savoir pourquoi les gens se battaient sur cette forêt, donc c'était très amusant. Donc ça a été l'occasion, et puis bon, on a fait d'autres choses sur d'autres forêts à peu près du même ordre, enfin pas tout à fait, mais le classement de certaines forêts dans le département de l'Isère en zone naturelle
espace naturel sensible, c'est le label espace naturel sensible, on provoque toujours, presque toujours, des sortes de grincements comme ça, puisque toujours les habitants ont le sentiment qu'on leur vole une partie de leur patrimoine à des fins qui leur échappent assez souvent. Donc toutes ces enquêtes, alors qui sont toujours en cours, nous ont permis de formuler une espèce de typologie, si vous voulez, des relations à l'espace naturel. Et cette typologie est très simple. Alors c'est une typologie de la relation, c'est pas une typologie d'individu, de personne ou de quoi que ce soit. C'est une typologie des relations, de ce qu'Augustin Berg appelle une relation significative à l'espace naturel ou écoumène. Donc, et ça va expliciter quelques éléments de cette typologie, ça va me permettre d'expliciter aussi la manière, la diversité des retentissements possibles de la nature en nous. Le premier type de relation à cet espace naturel, c'est la relation que j'ai appelée le pays. C'est-à-dire que la relation à l'espace naturel, elle est subjectivée, on va dire. Subjectivée, ça veut dire que les gens, en réalité, qu'on a interrogés, alors ça coïncide souvent aux habitants des petites communes qui sont autour de ces espaces naturels, les habitants anciens, traditionnels, etc. Ces personnes-là sont souvent peu capables de parler de la forêt ou de l'espace naturel. Par contre, ce qu'ils peuvent faire souvent, c'est raconter leurs souvenirs. C'est-à-dire parler de la forêt, parler de l'espace naturel, c'est parler de ses propres souvenirs à soi, c'est raconter soi. Il y a une telle imbrication entre l'espace naturel et l'espace culturel, d'une certaine manière, qu'il y a indécidabilité ou impossibilité de verbaliser ou de commenter cette relation, si ce n'est commenter son propre passé. Par exemple, dans le village, la forêt de l'Orgère à laquelle j'ai fait allusion là, il y a quelques minutes, c'est-à-dire cette forêt pour laquelle il y a eu un conflit entre les écolos et des habitants. Les habitants avaient réaménagé des anciens chalets dans un plateau d'alpage, et tous ces chalets sont faits avec des arbres de cette forêt.